Bonjour les élèves. Alors donc dans cette séance, nous avons tout d'abord ramassé les travaux des élèves sur les dangers des produits ménagers. Donc on ne l'a pas corrigé très en détail, mais là je vais la corriger rapidement avec vous. J'essaierai de vous les rendre la prochaine fois que je vous vois. Donc du coup, les erreurs que j'ai vues sur vos travaux, c'est que quand on vous demande de faire un paragraphe argumenté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul paragraphe, ça veut dire qu'en fait c'est un texte si vous voulez argumenter, c'est quelque chose, une expression qu'on utilise notamment en histoire-géographie pour le brevet. Et vous voyez qu'on vous donne 3 points sur lesquels vous allez devoir parler. Donc, en fait, il faut organiser votre texte en faisant 3 petits paragraphes, 3 sous-parties, on va dire, et chaque sous-partie correspond à une idée, donc à un point qu'on vous a donné. Il y a beaucoup d'élèves qui ont fait comme si c'était des questions, donc ils ont mis petit 1, petit 2, petit 3. Bien sûr, je ne vous enlèverai pas de points ou de niveau d'acquisition de compétences, mais je vous avais bien expliqué dans la capsule qu'il fallait faire un seul texte. Voilà. Alors, premièrement, il fallait préciser si tous les produits ménagers sont dangereux. Donc, tous les produits ne sont pas dangereux. Par exemple, le liquide vitre et le liquide vaisselle ne sont pas dangereux. Toutefois, la plupart le sont. Comment on le sait? Parce que sur leurs étiquettes, on voit des pictogrammes de danger ou des commentaires indiquant en quoi ils sont dangereux. Ensuite, là, vous voyez, je n'ai pas encore dit les dangers puisque c'est ce qu'on me demande dans le point suivant. Donc, ces pictogrammes indiquent, et là, il faut dire tous les dangers. Donc, attention, il y a des élèves qui ont mis tous les pictogrammes. Non, sur les produits d'entretien, il n'y en avait que 3. Celui toxique irritant, l'autre c'était corrosif et dangereux pour le milieu aquatique. Mais il fallait aussi dire que sur les commentaires, on vous indiquait des choses. Par exemple, que ça pouvait dégager un gaz toxique lorsqu'on les mélangeait. Ils peuvent irriter les yeux, la peau, les muqueuses et les voies respiratoires. Et la dernière question, qui est pour moi la plus importante, comment agir de manière responsable pour les utiliser? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution pour éviter tout danger? Donc, tout d'abord, il faut se protéger avec des gants, des lunettes, protéger les enfants en rendant les produits inaccessibles et surtout bien les mettre dans des flacons spécifiques avec des sécurités. J'ai expliqué en classe qu'il ne faut jamais mettre dans une bouteille par exemple d'eau minérale. Il faut aussi éviter de les utiliser en trop grande quantité parce qu'ensuite ça va s'écouler dans les eaux usées et se retrouver après traitement dans les rivières et donc dans les océans. Donc ça peut être dangereux pour le milieu aquatique. Et si vous en mettez dans vos yeux ou les muqueuses, il faut absolument rincer abondamment et si nécessaire appeler le médecin. Et surtout, comme on l'a dit plus haut, il ne faut pas les mélanger de produits d'entretien, notamment l'eau de javel avec un produit acide parce que ça dégage un gaz qui s'appelle le dichlore qui est très dangereux, qui peut être mortel en quelques instants. Alors, ensuite nous sommes passés au cours. Donc le cours, je l'avais distribué, nous l'avons juste réexpliqué. Donc pour l'évaluation qui a lieu mardi ou mercredi d'après pour les 6e C, vous avez absolument à bien connaître le vocabulaire soluble. Donc je vous rappelle le moyen mnémotechnique. Un solide, ça commence par SOL, d'accord? Et le mot soluble commence aussi par sol, comme ceci. Donc, du coup, si vous avez un solide, excusez-moi, avec un liquide qui se mélange ou non, eh bien, à ce moment-là, vous allez donc utiliser le mot soluble. Par exemple, si je prends de la terre avec de l'eau, eh bien la terre est un solide, donc je vais utiliser le mot soluble, je réfléchis juste, est-ce que ça se mélange ou pas? Non, ça ne se mélange pas, donc je ne vais pas mettre la terre est soluble avec de l'eau puisque ça ne se mélange pas, je vais dire la terre est non soluble avec l'eau, d'accord? Par contre, du sucre et du café, on va dire le sucre est soluble dans le café. Donc, entraînez-vous avec plein d'exemples de la vie courante à bien dire le mot soluble ou non soluble. Par contre, si on mélange deux liquides, vous voyez qu'il n'y a rien qui commence par sol puisqu'il n'y a pas de solide. Donc, vous allez utiliser l'autre mot qui veut dire mélanger, c'est miscible. Et si ça ne se mélange pas, non miscible. Dans les deux cas, si ça se mélange, on dit que ça fait un mélange homogène. Si ça ne se mélange pas, un mélange hétérogène. D'accord? Et puis la dernière chose que nous avons vue, c'est que si on mélange deux choses mais que
tout d'un coup quelque chose particulier se passe, par exemple des choses disparaissent et des choses apparaissent, c'est le cas lorsque nous avons mis du vinaigre avec du bicarbonate de sodium, vous vous rappelez, le bicarbonate de sodium a disparu petit à petit, mais surtout des bulles de gaz sont apparues, donc il y a un nouveau produit qui apparaît, et bien à ce moment-là, on appelle ça une transformation chimique. Voilà. Ensuite, nous avons vu qu'il existait des transformations physiques. Donc, physique, ça veut dire que c'est que l'apparence du produit qui change, mais le produit en lui-même, la substance en lui-même, ne change pas. Par exemple, si je prends un glaçon, c'est de l'eau solide au début, et à la fin, ça devient de l'eau liquide. C'est toujours le même composant, de l'eau, donc ça n'a pas changé au niveau chimique, donc ce n'est pas une transformation chimique, c'est l'apparence qui change. On appelle ça une transformation physique. Et là, vous devez connaître le nom des changements d'état. Donc, c'est très simple. Un liquide qui devient un solide, l'état final est solide. Donc, le mot va commencer par solide et c'est la solidification. Ensuite, un gaz qui devient liquide, l'état de l'arrivée c'est liquide, donc c'est la liquéfaction. Attention, c'est un peu particulier comme nom. Je vais y arriver. Très bien. Et puis, liquide qui devient gazeux. Alors, un gaz, on appelle ça aussi de la vapeur. Donc, c'est la vaporisation. Ces deux changements d'état, on les a déjà vus. Le plus compliqué à se rappeler, c'est un solide qui devient liquide. Parce que là, ma méthode de dire que ça commence comme l'état d'arrivée, c'est-à-dire liquide ici, ne marche pas. Parce que on a déjà un nom de changement d'état qui commence par liquide, c'est la liquéfaction. Donc, c'est un autre mot. Pour vous en rappeler, pensez aux glaçons, ils fondent. Donc ça commence par un F. Et c'est un mot que vous avez déjà utilisé lorsque vous avez parlé des volcans. La lave, c'est une roche, mais avec la chaleur de la Terre immense, elle devient liquide. Et on parle de la lave en fusion. Voilà, donc les élèves ici sur leur feuille, ils ont écrit fusion, lave en fusion pour se rappeler. Ensuite, on a vu que l'acide réagit avec les sels minéraux pour former du dioxyde de carbone. Il est important de toujours regarder les étiquettes et certains produits, mélange de produits peut être dangereux. Très bien. Alors ensuite, nous avons noté ici, bien entendu, dans quelle activité nous avons fait ces différentes choses. Donc, un mélange entre un solide et un liquide peut entraîner la dissolution ou non. Donc ça, on l'a vu dans l'activité 1. 2 et 4, pardon. Ensuite, ça, on l'a vu dans l'activité 1 et 2. Voilà. Ensuite, réaliser des produits, ça peut faire une transformation chimique. Activité 1, 2 et 4. Les transformations physiques, on l'a vu ça avec Zoé le glaçon, c'était l'activité 3, mais aussi le cours. Le reste aussi, on l'a vu dans le cours, bien sûr. Ça, on l'a vu dans l'activité 1 et 4. La dangerosité, ça vous l'avez vu dans l'activité 5. Il est important de lire les étiquettes activité 5. Réaliser des mélanges, vous l'avez fait dans l'activité 1. Et présenter vos résultats, vous l'avez fait dans l'activité 1. Très bien. Voilà pour ce cours. Donc ensuite, les élèves, nous avons tout simplement commencé à faire des mesures de grandeur. Donc qu'est-ce que c'est qu'une mesure de grandeur? Eh bien, une grandeur, c'est ce que l'on va décider de mesurer. Par exemple, j'ai envie de mesurer ma taille. Eh bien, la grandeur que je mesure, c'est ma taille. D'accord? Ensuite, si j'ai envie de mesurer, je ne sais pas, 200 grammes de farine, je vais mesurer une masse. D'accord? Si j'ai envie de mesurer ma température, je vais donc la grandeur mesurée, c'est la température, etc. Et puis ensuite, on a parlé aussi bien sûr du volume. Ok? Ensuite, on a parlé des unités. Donc, litres pour le volume, mètres pour la taille. J'ai dit température, degrés Celsius, etc. On a parlé du prix, donc l'unité c'est l'euro. Et puis, on a parlé des appareils de mesure. Donc, éprouvette graduée pour le volume, balance pour une masse, une règle ou une toise pour mesurer une taille, ou une longueur, ou une largeur, ou un diamètre. Et bien entendu, pour le prix, souvent c'est écrit ou parfois c'est une machine qui traduit la masse en
un prix, par exemple, pour les oranges ou les choses comme ça, les fruits et légumes. Voilà, donc vraiment, après, nous avons fait des mesures de masse, de volume, mais surtout de volume, mais ça, on en refera tout au long de cette partie 2. Voilà, bon courage pour vos révisions, les élèves, et à bientôt.